Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, nouveau menu crowdfunding, et on entre dans le mois de décembre. Vous l'aurez remarqué, on est le 1er décembre, date à laquelle j'avais pas particulièrement envie de faire grand chose parce qu'il s'agit d'un anniversaire que j'ai pas envie de célébrer pour ceux qui étaient déjà là il y a un an de cela. Mais bon, fidèle au poste malgré tout, parce qu'il faut aller de l'avant, hein, comme on dit, et puis au final, s'occuper, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on entre dans le mois de décembre, disais-je tout à l'heure, et généralement, l'entrée dans le mois de décembre, c'est synonyme avec une chute à pic du nombre de projets. On se dit que on passe de la mi-novembre avec genre 30 projets dans un menu crowdfunding de 2 heures à 2 semaines plus tard, un menu crowdfunding de 10 projets, tous plus inintéressants, c'est un petit peu trop péjoratif comme terme, mais on va l'utiliser quand même pour le bien du discours, tous plus inintéressants les uns que les autres, c'est un petit peu à se coincer les parties nobles dans une porte cochère, s'il vous plaît. Mais en fait, la raison est toute simple, et on peut l'imaginer sans forcément avoir une quelconque expertise dans la matière, c'est simplement que Noël arrive. Alors en plus, chez le côté américain, il y a aussi Thanksgiving juste avant, mais ensuite, surtout, il y a Noël derrière. Et du coup, on n'a pas tellement, quand on est éditeur, envie de s'aventurer sur Kickstarter ou GameFound juste avant Noël, parce que les gens n'ont pas tellement de tunas à dépenser, ou en tout cas pas pour ça, dans l'immédiat. Donc on bourrine un petit peu octobre-novembre, et on se remet un petit peu en piste février-mars, plutôt mars d'ailleurs que février véritablement, même s'il y a déjà des campagnes intéressantes en février. Donc c'est une petite période de ventre mou, mais bon, si vous êtes sur la chaîne depuis quelques mois, quelques années même peut-être, vous le savez déjà depuis bien longtemps. Quoi qu'il en soit, je meuble un petit peu parce que oui, on va être sur un menu léger, vous l'aurez de toute façon remarqué avec la vignette, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il y aura d'ailleurs pas de dessert cette semaine, on va se contenter de quelques petites entrées et de, allez, un plat principal et demi, on va dire deux plats principaux, un qui est en fait un petit peu en retard de la semaine dernière. Et autre petit point avant de me lancer dans les entrées justement, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question de mon avis, de mon opinion sur Lands of Evershade, le nouveau projet de Awaken Realms actuellement sur GameFound, que je n'ai donc pas traité parce que c'était la semaine du Tokyo Game Market, donc semaine où je m'absentais. Et du coup, pour être tout à fait honnête avec vous, le fait de pouvoir, comme ça, une semaine grâce au Tokyo Game Market, ne pas faire de menu crowdfunding, dans ma tête, c'était youpi, j'ai pas besoin de bosser quoi que ce soit en termes de projet. Donc je me suis contenté des 2-3 projets que je voulais zioter à titre personnel parce qu'ils m'intéressaient. Mais d'emblée, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, les jeux narratifs à campagne qui sont teintés de jeux de rôle, c'est pas ma came. Je suis pas le public. Et du coup, fondamentalement, j'ai donc pas bossé le sujet de Lands of Evershade, même si j'ai parcouru très très brièvement la page de la campagne par pure curiosité et parce que le jeu fait un résultat, un succès énormissime, comme souvent avec Awaken Realms, mais peut-être même un peu plus conséquent que d'habitude, mais j'y connais pas grand chose. Ça a l'air d'être visuellement toujours aussi qualitatif que à l'accoutumée avec Awaken Realms, bien évidemment, mais en termes de gameplay, j'avoue que j'ai pas suffisamment parcouru la campagne en détail pour en avoir une opinion claire et précise, d'autant plus qu'encore une fois c'est typiquement un genre de jeu que je connais finalement assez mal et surtout moins bien que beaucoup d'entre vous j'imagine, donc j'ai pas forcément grand chose de plus à ajouter là-dessus, d'autant plus que j'ai pas étudié la campagne véritablement. Mais bon, ça va être certainement très beau, très classe, très clean en termes de matos. Reste la question du gameplay. On sait que les gameplays sont souvent, après quelques mois suivant la livraison des jeux Awaken Realms, l'objet de quelques critiques. Là, apparemment, les gens avaient l'air d'être vraiment enthousiasmés par la campagne de Lands of Evershade, mais on l'est souvent lorsque les campagnes débutent chez Awaken Realms, et c'est une fois que la livraison se fait que les gens déchantent un tout petit peu, donc je sais pas comment il faut le prendre cette fois-ci. Est-ce que véritablement il y a cette fois-ci un gap qualitatif au niveau de ce jeu-là en particulier? Aucune espèce d'idée, donc j'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet. Désolé.
Donc voilà, je referme cette petite parenthèse d'introduction parce que vous étiez assez nombreux à me demander mon avis sur Lens of Evershade, qui, vous l'avez vu, est assez succinct et peu éclairé, ma foi. Du coup, cette fois-ci, on se lance dans le menu crafting 161 avec donc les entrées, les plats, mais pas de dessert et tableau. Et croyez-moi bien, il va falloir s'adapter et s'habituer parce que ça va être certainement comme ça jusque au moins mi-janvier, voire même peut-être même début février. Alors on est parti. Allez, on se lance tout de suite avec Power Creep, A Dungeon Pages Adventure. Ça vous dit peut-être quelque chose, ce petit Dungeon Pages, parce qu'en réalité c'est une sorte de série sur le long cours, créée par Jason Greeno, donc c'est la 7ème campagne actuellement sur Kickstarter. Il s'est lancé dans cet univers donc de Dungeon Pages, qui n'est pas un univers en fait, c'est un squelette de jeu autour duquel s'articulent plusieurs micro-jeux en print and play, toujours sur du run and write, qu'il a réussi à bâtir à partir de justement Dungeon Pages, qui était le premier projet, un truc comme ça. Pas le premier, d'ailleurs, pas exactement. Dungeon Pages qui était ici. Puis par la suite on a eu Welcome to the Reckoning qui pour le coup n'était pas lié directement, ensuite The Curse Menagerie, puis on est revenu dans un univers un peu Dungeon Pages Adventure pour Dangerous Space, et on y revient pour un 3ème épisode avec Power Creep. Donc on reprend ce format 3$ print and play, roll and write, cette fois-ci avec un univers un peu plus post-apocalyptique, façon un petit peu Mad Max, on va dire, qui est apparemment un jeu qui va s'enrichir de manière hebdomadaire, et ça c'est assez étonnant, à travers toute l'année 2025. Donc un peu difficile à imaginer pour l'instant. Est-ce que véritablement il s'engage à pondre du contenu semaine après semaine pour Power Creep à travers toute l'année 2025 ? Ça fait quand même plus de 50 updates dans l'année. Comment tu fais? Est-ce que tu sais juste ajouter des nouvelles maps avec une redisposition des différents logos, etc. J'avoue que je sais pas trop, mais en tout cas pour l'instant ça marche bien. Faut dire que les PNP, les print and play de Jason Greeno sont toujours très jolis. Visuellement c'est plutôt beau, et c'est vrai que du coup ça marche bien. On est à 500 contributeurs alors que le jeu s'est lancé jeudi, si mes souvenirs sont bons. Pour faire de conneries, allez voir l'actu, 29 novembre, je suis le 30 au moment où je m'enregistre, donc oui ça fait un jour, donc c'était, oui c'est bien, non c'était même vendredi, du coup en l'espace d'une journée, 500 contributeurs pour un PNP, c'est quand même un très bon résultat, 7 jours avant la fin de la campagne, ça coûte quand même très peu cher, 3$ comme souvent c'est le cas avec les print and play, donc ma foi, faites-vous plaisir, il n'y a pas un grand risque, même si vous l'avez vu, avec les niveaux de pledge, on a pour 3$ un premier niveau de pledge, le core set comme on dit, avec donc le niveau basique, avec seulement 4 héros, 4 lieux différents, et ensuite on peut venir enrichir cela de pledges un peu plus corsés, comme ici le Year Long Adventure, où là pour le coup vous vous engagez sur 52 semaines, avec donc du nouveau contenu semaine après semaine apparemment, et vous partez avec 13 héros différents, 4 lieux, mais avec 13 variantes différentes, donc beaucoup plus de contenu, et sur le long terme qui plus est, et ça ne coûte encore que 10$. Il y a même un Dangerous Space Pledge également, pour donc leur projet précédent, qui lui aussi s'enrichira au fur et à mesure, etc. etc. Donc voilà, vous me direz éventuellement si vous avez déjà eu l'occasion de tester d'autres jeux par Jason Greeno, parce que ma foi, c'est assez ambitieux dans cette catégorie de jeu qui est le print and play en roll and write, mais c'est vrai que ça présente plutôt pas mal. Je serais curieux de voir un petit peu comment il réussit ou pas à renouveler un genre qui a connu, ma foi, comment dirais-je, un arrivage massif de jeux entre 2020 et 2022 avant de s'essouffler un petit peu, parce qu'il n'y a quand même pas une infinité de possibilités dans ce genre-là. Comment réussit-il à jouer avec ça? À voir, vous me direz éventuellement si vous avez testé. Donc voilà pour Power Creep, Dungeon Pages Adventure, 500 contributeurs, 8500€ d'engrangés, 7 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un petit jeu de pose de tuiles sur l'amour avant tout. L'amour qui terrasse toute autre chose, en gros. Hein, Love conquers all. Et pour l'instant, bon, l'amour n'a pas conquis tellement de cœurs en réalité dans cette campagne, puisqu'on est à seulement 82 contributeurs pour la 17e tentative de Jeff Siadek sur Kickstarter. Après 17 tentatives, quand on fait 82 contributeurs après une semaine, donc 4 jours de campagne, c'est que on galère un peu. Bon, après, vous voyez que les précédentes campagnes,
clairement, on est sur des trucs qui sont passés vraiment inaperçus, on reste sur des choses relativement, comment dirais-je, confidentielles, en gros. J'ai pas de souvenir des jeux qu'on voit ici. D'ailleurs, certains d'entre eux ont été annulés ou se sont soldés par un échec, etc. Donc bon, vraiment, ça me parle pas du tout. Le thème, pour le coup, est assez marrant. Le contenu, en termes de visu, est pas foufou. Et la campagne présente vraiment mal le jeu, voire pas le jeu. Alors, il y a une review, ok, par Undead Viking. Il y a quelques petits éléments comme ça là, vite fait, mais en gros on sait pas trop, visuellement on sait pas à quoi s'attendre, et du coup c'est pas vendeur. Mais bon, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez, si vous avez exploré un petit peu plus la campagne que je ne l'ai fait de mon côté. 82 contributeurs quand même suffisamment convaincus par le jeu et son projet, mais bon, le titre est marrant, le concept est marrant. Love Conquers All, 82 contributeurs, 3900 € d'engrangés, le projet n'est pas encore financé, pas de VF non plus d'ailleurs, 10 jours avant la fin de la campagne. On revient sur du print and play, et sur du roll and write, ça va souvent de pair, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Cette fois-ci avec Space Driller, c'est un nouveau jeu de Carrot Pen. Carrot Pen, ça me dit quelque chose en revanche. Est-ce que c'est encore un éditeur qui fait que du print and play? Je ne me souviens pas. Là, c'était à 5 €. Oui, ça par contre, je m'en souviens de Welcome to Catsville. Celui-là, je me souviens plus tellement, mais j'avais dû le couvrir parce que j'ai découvert Catsville, donc certainement. Donc oui, un expert du print and play encore une fois, Carrot Pen, et encore une fois, un roll and write. Donc même questionnement que tout à l'heure avec le premier projet que j'ai présenté aujourd'hui. Comment on renouvelle ce genre aujourd'hui? Je suis certainement pas suffisamment imaginatif ou créatif pour le savoir. J'ai un petit peu de mal à l'imaginer, mais bon, l'avantage c'est que vous risquez pas grand chose en termes économiques, 3 €, hein, l'engagement est quand même assez peu onéreux, et ça se joue quand même toujours de 1,99 €, donc c'est le moment de jouer avec toute la famille potentiellement. C'est relativement accessible, hein, c'est pour du 10 ans et plus, pour des parties relativement courtes de 20 à 30 minutes, c'est un avantage que partagent beaucoup de jeux en roll and write également. Donc à vous de voir si cet énième roll and write pourrait potentiellement vous intéresser, avec différents petits niveaux de pledge bien sûr, mais qui commence à 3 €. Voilà pour Space Driller, 60 contributeurs, lui pour le coup est financé avec 750 €, 11 jours avant la fin de la campagne, mais toujours pas de VF. On reste sur du print and play. Bah oui, je vous l'ai dit en introduction, on se lance rarement sur Kickstarter en décembre parce que Noël arrive, mais quand on lance un print and play qui coûte 3, 4, 5, 6 €, bon, on peut se le permettre quand même, parce qu'on a toujours plus ou moins 4, 5, 6 € quand même de côté, si vraiment un projet nous intéresse. Et là pour le coup, celui-ci est visuellement charmant, il s'agit de Fly the Pie, et ça nous vient de Turquie, ce qui est aussi assez rare pour être souligné, c'est le premier projet de Derya Çebi, et donc on vous propose de partir en, comment ça s'appelle déjà en français, le parapente, je crois, pour aller choper des fruits. C'est un peu perché, mais thématiquement, ça fait sens. On va prendre son parapente pour partir à la pêche, non, pas à la pêche, mais à la cueillette de fruits, pour faire une tarte aux fruits, vous l'aurez compris. Assez étrange, mais choupi. C'est pour 8 ans et plus, c'est pour 10 à 30 minutes la partie, c'est pour 1 à 4 joueurs, donc petit mode solo au passage. Et pour l'instant, sans un contributeur, pardon, ce qui pour un primo-éditeur inconnu au bataillon, venant de Turquie qui plus est, là c'est, ma foi, pas si mal que ça, 12 jours avant la fin de la campagne. Alors c'est vrai que l'illustration de base est très choupi, très mignonne. Après, bon, le matos, lui, enfin matos, c'est à imprimer soi-même bien sûr, il est moins classe, il est moins joli, ça reste choupi, mais c'est moins attrayant quand même que ce à quoi on pouvait s'attendre au début. Et en fait, vous le voyez, hein, on va prendre notre parapente, et en fait, c'est pour partir à travers les plaines et les montagnes, pour justement se poser, ensuite choper des fruits, pour pouvoir les utiliser pour faire une tarte. Donc en gros, on a du set collection, les fruits, on a du pick up and deliver, donc on va se déplacer de tel point à tel point pour aller choper les trucs, les déposer ailleurs, etc. Et un petit aspect de push your luck, parce qu'on reste également sur un aspect de jet de dés assez prépondérant également. Et le tout pour donc le ramener à la maison et faire une tarte à la fin. Bon, c'est choupi. Il y a différents niveaux de pledge. On en a un à 5 € qui, lui, pour le coup, vous permet d'accéder vraiment au strict minimum. Et puis, vous aurez besoin de quelques petits éléments en plus que vous voyez ici. Et sinon, à 10 €, vous aurez une version un petit peu upgradée
avec cette fois-ci plus de contenu, et puis vous aurez besoin de moins de choses apparemment, parce qu'on n'aura besoin que d'un dé et un petit cube, parce que vous aurez aussi, oui, les fichiers STL, ça c'est bon à savoir, vous aurez les fichiers STL, donc si vous avez une imprimante 3D, ou si quelqu'un autour de vous en a une, vous pourrez faire imprimer des petits jetons 3D pour remplacer les éléments de base, quoi, en gros. Donc voilà, c'est un petit ajout qui est sympatoche, qui n'apporte pas grand chose, mais c'est vrai qu'il les présente un peu plus bas dans la campagne. Voilà, ici, c'est un petit peu plus joli, effectivement. Mais fondamentalement, ça reste un petit jeu print and play, tout ce qu'il y a de plus classique, même si le thème est un peu perché, mais charmant. 150 contributeurs 12 jours avant la fin de la campagne pour Fly for Pie. Petit détour du côté de chez GameFound avec une campagne qui, elle, pour le coup, s'accompagne d'une VF. C'est la première de la semaine, vous allez voir que c'est pas la dernière. J'essaie de vous retrouver le petit drapeau pour le confirmer rapidement. Voilà, c'est ici. Hop, le petit drapeau. Grâce à This Is a Game, qui est un éditeur qui nous vient d'où d'ailleurs, ça. This Is a Game, bah c'est pas écrit. Ouais, non, bah du coup je ne sais pas exactement d'où vient This Is a Game, mais ils ont une VF apparemment. Et quoi qu'il en soit, la campagne de This Is a Game, vous le voyez, se porte pas très bien. Après 3-4 jours de campagne, ça galère, ça pédale violemment dans la smoule, puisqu'on est à 70 backers uniquement. Ouais, ça démarre lentement. Il reste 15 jours avant la fin de la campagne, mais on est actuellement à 30% du solde de financement. Autant dire que ça sent un peu le sapin. 30% à la fin de première semaine de campagne, ça sent même plutôt la cagette que le sapin, pour être tout à fait honnête. Et pourtant, vous le voyez, visuellement, c'est plutôt clean, c'est plutôt joli, pour ce qui est, je crois, un primo-éditeur, à confirmer, mais je crois. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 35 minutes, donc relativement court, relativement facile à sortir. C'est pour 10 ans et plus, donc un jeu relativement familial qui plus est. On est sur un jeu qui mélange plein de types, de mécanismes différents, avec du contrôle de territoire, de la gestion de ressources, du tower defense également, le tout avec un très beau matos. On voit des miniatures, on voit aussi des standees en acrylique, on va voir un peu plus par la suite. On voit aussi qu'il y a différents plateaux de personnages, un petit peu d'asymétrie là-dedans, bien évidemment. Donc le jeu a quand même pas mal d'arguments à faire valoir visuellement. En termes de gameplay, j'en sais rien du tout. Je vais pas tester le jeu, très clairement. Mais visuellement, ma foi, la campagne est bien présentée. Le matos a l'air d'être vraiment clean. Donc qu'est-ce qui explique le manque d'intérêt apparent des backers pour cette campagne qui plus est en VF. On voit aussi qu'il y a des standees en carton, donc vous imaginez bien qu'il y a des niveaux de pledge à aller vérifier ensemble. Même les cartes sont vraiment clean, hein, vraiment, c'est très très joli. Donc ouais, étonnant. On va aller voir les prix, parce que clairement, ça doit être un argument à faire valoir peut-être, parce qu'il n'y a pas tellement de concurrence. Enfin, si, il y a quelques jeux qui étaient précédemment sortis il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui sont encore en cours de campagne, qui font de la concurrence bien évidemment, mais sur cette seule semaine, je pensais qu'il ferait un petit peu mieux que ça. En plus de ça, c'est un jeu qui dispose de plusieurs modes, donc un mode duel en 1 contre 1, un mode 2 contre 2, donc par équipe, et un mode boss battle, donc seul contre un gros bill. Donc un jeu assez versatile, on pourrait dire. Le Wayback Now, on s'en fout, c'est toujours les mêmes arguments qui sont ressortis à chaque fois. On continue, Pledge Manager, ok, on s'en fout. Dual Time, voilà ici les différents personnages qu'on pourra contrôler, Selene, Tarkan, Lucky Lossy, etc. etc. On voit ici quelques exemples avec la boîte de Gobbly et Thorvald, avec les 2 personnages asymétriques, les plateaux, les miniatures, les standees, même les marqueurs vont être vraiment clean également. Ok, ouais, d'accord. Miniature pour la Deluxe, les standees en acrylique ou en carton si on prend le standard. Donc il y a la Deluxe et la standard bien évidemment. On va voir ça un peu plus en détail par la suite. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs boîtes du coup, hein. Tarkan versus Selene pour celle-ci. Donc vous imaginez bien que là direct, il y a des pledges, 3 boîtes, 4 boîtes peut-être potentiellement, j'ai pas checké combien de boîtes exactement, mais c'est ça aussi qui va faire monter assez rapidement l'édition pour un jeu qui, on l'imagine, aurait pu avoir une boîte peut-être un peu plus grosse certes, avec tout le matos, voire peut-être échelonner ça sur plusieurs saisons si ça marche, ce qui n'est pas en garantie non plus, en partant sur uniquement 4 persos par exemple au lieu de 6, 7, 8, je sais plus. Je sais pas, peut-être qu'il y avait une erreur stratégique là-dedans, mais bon, à voir. Quoi qu'il en soit. Les niveaux de pledge sont ici.
First Duel. Ah, ok, c'est or. Ok. Donc là, vous avez une des 3 boîtes, donc il y aura bien 3 boîtes, en version Deluxe à 60 €. Bon, c'est-à-dire que si vous voulez les 3 déjà, vous allez imaginer que le prix du pledge qui va monter assez rapidement. Si vous voulez les versions standards, donc standees en carton et plus en acrylique, peut-être pas de miniature non plus, je suis pas sûr, c'est 40 € au lieu de 60. Ensuite, Hotshot Standard Pledge, donc là si vous voulez les 3 boîtes, mais en standard, donc pas de luxifié, c'est 115 €. C'est quand même déjà très cher pour ce qui peut vaguement s'apparenter, pas forcément en termes de gameplay, mais en termes d'approche à du Unmatched par exemple, plateau partagé par les joueurs pour les déplacements, plateau individuel, matos individuel et partagé, avec différents personnages, avec de la symétrie. C'est à ce niveau-là que je peux le comparer un petit peu avec Unmatched, même si le gameplay a l'air d'être relativement différent. 115 € avec une boîte qui est à 40 en standard pour un jeu qui a aucune renommée derrière, etc., qui n'a pas encore été vraiment mis en avant dans beaucoup de vidéos, etc. C'est délicat de le présenter à ce prix-là, même si effectivement une légère, vraiment très légère ristourne de 5 € si vous prenez les 3 jeux, enfin les trois boîtes en standard. Et si vous les prenez en comment dirais-je, en Deluxe, les 3 en Deluxe, le Hotshot, 170 €. Ouais, quand même, le matos c'est clean, certes, c'est vrai, mais c'est quand même très 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 cher. C'est quoi ce Standard Pledge de Mighty Shot? Il y a les 3 boîtes plus Boss Battle. Boss Battle, ça veut dire que le solo est pas... Ouais, je crois que c'est ça, hein. Boss Battle, c'est pour jouer le jeu en solo. Ça voudrait dire qu'en plus, le solo n'est pas inclus de base. Parce qu'à ce moment-là, vous l'incluez dans quelle boîte? C'est ça le problème. Du coup, ils ont fait une boîte pour le solo, mais elle est payante en plus. Ouais, ça c'est délicat aussi, du coup. Ça fait un pledge assez onéreux au final pour un truc qui est un petit peu un saut dans l'inconnu. Un saut de la foi. Comment dit-on déjà? J'ai oublié. Mais le saut de la foi qu'on avait dans les premiers jeux de Assassin's Creed. Et donc le Mighty Shot avec l'extension solo en Deluxe, c'est quand même 200 boules. On est sur le PIB de la Guinée-Bissau quand même, c'est pas facile. Donc ouais, je pense que là le prix est en grande partie la cause du manque d'attrait de la campagne en cette période de pré-fête de fin d'année. Pourtant, sur le papier, il y a un truc. En plus, il y a des vidéos en français grâce à Dungeon Attack, c'est français ça? Aucune idée, mais je connais pas. Et c'est enfin le nom est en anglais, donc je sais pas. Unboxing, teasing, ça me fait... Mais bon, c'est marqué review FR, donc bon, je sais pas, allez voir. On a le replay d'un monde de jeu qui en a parlé. On a... C'est encore Dungeon Attack, donc c'est peut-être bien du français, je sais pas, j'irai voir. On a ici Necroprime, un monde de jeu, quand même pas mal de chaînes que je connais pas qui en parlent, donc c'est intéressant pour le coup, pour aller découvrir un petit peu aussi d'autres chaînes, on verra. Il y a aussi du néoprène potentiellement pour ceux qui seraient intéressés. Donc ça, vraiment en termes de matos, il est très très clean. Il a été démarché quand même un monde de jeu, c'est pas rien non plus. Il y a de vraies belles idées. Les miniatures ont l'air d'être vraiment très très belles, très détaillées. Mais peut-être qu'il y a une erreur stratégique d'approche au niveau des niveaux de pledge, du tarifage, de la tarification, c'est mieux. Mais ouais, pour l'instant c'est un peu échec critique pour un jeu qui sur le papier semble avoir un beau petit potentiel. Voilà donc pour Mighty Shot, 69 backers, ça pique, 11 000 € d'engrangés, donc on est loin de ce de financement qui est à 38 000, 15 jours avant la fin de la campagne. On reste sur GameFound pour parler très brièvement de Below, The Temple of Cthulhu. Même pas 500 € d'engrangés, même pas 10% de financement. Ça aussi, ça pique. Ça sent le triple plongeon piqué, atterrissage sur fond de la piscine parce qu'il n'y avait pas de flotte. Donc ouais, ça c'est mal embranché aussi ça, hein, Below. 14 backers, pourtant il y a du Cthulhu, et on sait que généralement c'est un peu vendeur, mais preuve en est que c'est pas nécessairement suffisant en tout cas. 16 jours ne suffiront pas à aller chercher les 100% de financement, même si bon, on peut avoir l'espoir vague d'avoir un mécène qui pose bam, 10 000 sur la table,
mais j'y crois pas. C'est pour 1 à 6 joueurs pour 45 minutes la partie, pour 8 ans et plus, donc un jeu très accessible, de exploration compétitive avec des cartes, et visuellement, bon, bah, c'est pas extraordinaire, mais ça présente pas mal non plus. Les cartes sont quand même très random, ça fait un petit peu amateur quand même sur le papier. Bon, ça réutilise du Cthulhu, donc il y a un petit peu manque d'imagination sur la thématique, et surtout la campagne met pas tellement en avant comment ça se joue, même s'il y a quelques petits visuels par-ci par-là. Bon, on plonge un petit peu dans l'inconnu, même si encore une fois thématiquement ça fait sens. Donc voilà pour Below, qui de toute façon n'irait certainement pas financer, et il n'y a pas de VF non plus. On continue avec Spirits of Christmas, qui pour l'instant lui se porte un petit peu mieux, il devrait pouvoir financer dans quelques jours. On est à près de 3000 €, il en faut 3780, on est à 110 contributeurs 19 jours avant la fin de la campagne, et c'est un projet qui a déjà connu une campagne sur Kickstarter. Je sais pas si c'était le même éditeur, Humble Bard Games. On va revoir ça tout de suite ensemble. Si c'était bien eux, Spirits of Christmas, qui avait été cancelled. Alors pas dans le sens moderne du jeu, enfin du terme, mais il avait 88 contributeurs, et c'était quand ça d'ailleurs? Ça fait un petit peu de temps quand même, ça fait 1 an et demi, hein, mars 2023, donc ça date un petit peu. Il n'avait pas financé, il s'était un petit peu rétamé avec 88 contributeurs, il fallait 23 000 € à l'époque, il n'en demande plus que 3780, il y a un sacré gap entre ce qui est demandé à l'époque et maintenant. D'ailleurs, est-ce que du coup, c'est ça qui les a fait bader au point de passer d'une illustration assez chaleureuse et colorée à un truc super dark? Je sais pas, mais c'est assez intriguant pour le coup. On est sur un truc beaucoup plus dark. On est sur un jeu coopératif, Ghostly Cooperative Adventure Card Game. La description est assez lunaire, assez, comment dirais-je, flou. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est ce que j'ai de mieux dans le tiroir. C'est pour 1 à 6 joueurs, c'est pour 12 ans et plus, et c'est pour des parties d'environ 45 minutes. Et vous le voyez, on est sur un jeu avec de la gestion de main, mais également avec un mécanisme de rondelle, qui est un truc que j'ai pas beaucoup expérimenté pour l'instant, mais les quelques fois où ça a été le cas, c'était plutôt agréable. D'ailleurs, on en avait fait une démonstration à travers le jeu Pillars of Heracles, aucun rapport avec celui-là, hein, aucun, dont j'ai plus le proto, je crois, qui était vraiment très très cool. L'aspect rondelle pour le coup était vraiment sympa, donc ouais, si c'est bien fait, ça peut être intéressant, avec différentes variantes au niveau de la communication plus ou moins autorisée à travers, enfin, autour des joueurs autour de la table, on va dire. Un gameplay qui se veut assez thématique et différents niveaux de difficulté pour les joueurs les plus aguerris potentiellement, et une thématique assez particulière également. Voilà pour le contenu, on est sur un truc assez léger en termes de composants, ça devrait faire aussi un jeu pas trop cher, ce qu'on va tout de suite confirmer avec les niveaux de pledge. 25 $ le pledge d'entrée, bon c'est quand même pas très cher, et ensuite on est sur des pledges groupés, donc pas un grand intérêt pour la majorité des gens j'imagine, et ma foi c'est à peu près tout. Pour le reste, il y a quelques petites reviews par-ci par-là, mais essentiellement en anglais, et vous pouvez le tester éventuellement en ligne, me semble-t-il, mais je ne retrouve plus le lien exactement. La DA est pas vilaine, même si, bon, elle plaira pas forcément à tout le monde, à mon avis. Mais sur le papier, il y a un truc qui a l'air d'être assez intéressant. Par contre, il y a pas mal de texte également sur les cartes, donc sachez-le, ça va être pas trop anglophone. Voilà donc pour ce qui est de Spirits of Christmas, 110 contributeurs 19 jours avant la fin de la campagne. Projet français, Cocorico, avec Boucanier, ça nous vient de Vincent Tellier, donc c'est le premier projet sur Kickstarter. Il est dessinateur, animateur, tradigital et compositeur, le mec multi-casquette. C'est un peu le Alexandre Astier du jeu de société. Bon, sauf que lui, il se lance à peine, donc on verra s'il connaît le même succès à l'avenir que Alexandre Astier avec Kaamelott par exemple, mais c'est vrai que si c'est lui qui a illustré, ce qui est probablement le cas, puisqu'il est également illustrateur, si c'est lui qui a également illustré Boucanier, il y a un truc vraiment sympa, il y a une patte visuelle qui en plus thématiquement fait sens, et du coup, c'est vrai que Boucanier, eh ben, ça a quand même de la gueule, mine de rien. Et d'ailleurs j'ai vu notre très cher commentateur Anto, indéfectible commentateur semaine après semaine, qui en a parlé rapidement sur sa page Facebook, donc petit clin d'œil également. Ouais, Boucanier visuellement, bah, je trouve ça quand même plutôt très joli,
et thématiquement vraiment intéressant, et puis c'est assez unique. J'ai jamais vraiment vu de boîte avec une illustration comme ça en couverture de ce genre-là, donc ouais, ça me plaît pas mal. Pour l'instant, la campagne démarre difficilement, parce que, mine de rien, le problème c'est que Boukani, on n'en a pas entendu parler du tout avant, quoi, il y a quelques jours à peine. Donc ouais, pas facile de se faire une place sans vraiment s'être fait connaître au préalable, et pour l'instant ça se solde par un résultat très modeste de 30 contributeurs, d'autant plus que, vous l'avez remarqué, là c'est du français, et en fait c'est le cas pour toute la campagne, et Kickstarter, quand vous faites une campagne tout en français, c'est pas forcément la plateforme idéale pour ça. Est-ce que Ulule c'est mieux fondamentalement? Pas sûr en vrai, parce que Ulule ça fait pas des gros scores, ça fait rarement plus de quelques centaines, grand max, et encore quelques centaines sur Ulule, c'est un beau succès, surtout pour du jeu de société. Est-ce que c'est mieux passé sur Kickstarter? Honnêtement, pas sûr, je sais pas. Faudrait voir, faudrait comparer des campagnes de même envergure qui ont testé sur Kickstarter et sur Ulule, mais ouais, pas convaincu que ce soit la même meilleure plateforme pour ça. Mais bon, 30 contributeurs, on verra ce que ça donne, ça peut peut-être financer, mais c'est encore une fois pas la meilleure période pour se lancer aussi, pas sûr, à voir. C'est un jeu de stratégie en simultané pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et plus, et des parties de 30 à 60 minutes, ce qui en fait aussi un jeu relativement facile à sortir, un jeu teinté de suspense, de bluff, de simultané, de stratégie, et pas de tour par tour, donc pas de temps d'attente entre les joueurs, et surtout avec une très très belle DA, avec un matos qui lui aussi va être relativement soigné, même quelques petites miniatures de ci de là, donc vraiment, sur le papier, sur le concept, j'ai envie de dire que Boukani, ça donne envie. De baquer, de mon côté, peut-être pas jusque-là quand même, mais je serais très curieux d'avoir l'occasion un jour de le tester peut-être, un jeu dans lequel on va vivre une épopée, partir à la recherche de trésors, on imagine qu'on va se foutre un petit peu sur la tronche également, mais bon, comme vous avez l'habitude, si vous suivez le menu crowdfunding depuis quelques temps déjà, quand il y a une campagne en français, je vous laisse parcourir la campagne par vous-même, vous n'avez pas tellement besoin de moi pour en apprendre plus, je me contente de faire passer le message, le projet existe, jetez-y un œil, c'est joli, c'est assez clean en termes de matos, la proposition semble intéressante, c'est un projet français donc on a envie de soutenir un petit peu, donc ouais, regardez un petit peu, jetez un œil à minima à la campagne, vous me direz ce que vous en pensez pour Boukani. J'ai l'impression qu'il y a même un moulage, un thermoformage à l'intérieur pour ranger le tout, donc apparemment il a fait ses devoirs pour préparer la campagne en termes de composants. Par contre, en termes d'approche stratégique, Kickstarter, période, pas sûr que de ce côté-là, il soit autant au point que ce qu'il a fait pour le jeu. Donc à voir, à suivre. Vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator également, si ça vous tente. Et c'est toujours une bonne idée de tester au préalable avant de backer éventuellement. Et autre truc un peu gênant aussi, c'est qu'il y a 0 vidéo. Pour faire partie très modestement des créateurs de contenu francophones qui parfois participent à des campagnes Kickstarter avec Nyx, avec tant d'autres, avec un monde de jeu comme on l'a vu tout à l'heure, généralement dans la sphère francophone, à part grosse chaîne comme un monde de jeu peut-être, c'est gratuit en général, donc essayez, il faut envoyer des protos. Les protos ça coûte très cher, hein, ça c'est sûr et certain, donc on a bien conscience que c'est pas forcément toujours possible, mais là pour le coup, aucune vidéo, pour certaines personnes c'est un red flag comme on dit, donc il faut le savoir aussi. Et combien ça coûte? Il y a un seul pledge, 69 € en français uniquement, donc pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de pledge en anglais, donc il n'y a pas de comment dirais-je, de tergiversation potentielle à avoir là-dessus, c'est uniquement en français, donc vous pouvez y aller sans risque. Mais 69 €, c'est aussi une somme pas si mineure que ça, pour un jeu qui n'a pas de vidéo, de gameplay ou de review par exemple, d'un primo-éditeur dont on ne connaissait pas le nom il y a quelques jours à peine, donc c'est vrai que tout pris en compte, difficile de se lancer sur Boukani, qui pourtant a l'air vraiment très sympa. 30 contributeurs malheureusement pour l'instant, 27 jours avant la fin de la campagne pour Boukani. On enchaîne sur Nexus, encore une fois sur GameFound. Alors ça fait combien de fois? 3 fois je pense qu'on parle de Nexus sur la chaîne. Ils avaient pondu Nexus, là, Nexus Legacy Edition, Nexus Unsanctioned Big Box Expansion. Donc bon, on est sur un jeu avec multiples campagnes qui n'ont pas fait des gros résultats, hein, 530, 273, 473.
Ouais, bon, toujours ce 3 au final. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Il s'agissait d'un jeu de combat d'arène avec des miniatures un petit peu dégueulasses, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, pour ceux qui apprécient les trucs un peu gore, qui étaient assez chers en plus, hein. On voyait 120$ de pledge ici, assez sombre. Bon, combat d'arène avec des gros builds, des gros monstres, pour les amateurs de peinture sur figurines, etc. On avait une extension ici, Unsanctioned Big Box, qui apportait encore plus de contenu. Voilà, c'était ici, qui avait fait quand même un score assez moyen également, avec encore plus de monstres un peu dégueulasses, etc. Et donc ils nous reviennent avec cette fois-ci Alone in Your Room Expansion, qui vous permet de jouer en solo. Voilà. Et par contre, le monstre dégueulasse, là, il est remplacé par un coq visiblement malade en stade terminal. Il est dégueulasse, et il a une paire de couilles au niveau du cou. Bon, je sais que ça existe, mais ça me titille le regard, j'y peux rien. 155 backers pour l'instant, on sait que ça va finir sur un 3, parce que les 3 précédentes campagnes c'était le cas, mais on s'en fout. Donc pour l'instant c'est financé en tout cas. 55 jours avant la fin de cette longue campagne, et donc c'est juste Nexus, mais cette fois-ci vous pouvez jouer en solo. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, c'est l'occasion de mettre la main sur des bundles de diverses valeurs, on va dire, tels que le jeu de base, ou le jeu de base avec l'extension, ou peut-être même avec le standalone un peu Legacy également, qui doit être disponible également. Mais bon, ça fait des pledges très très chers pour un jeu sur lequel on n'a pas tellement de retours, qui n'a pas tellement fait parler de lui. Et du coup, bon, on va s'attendre à un résultat assez moyen, qui va finir par un 3, et il n'y a pas de VF de toute façon, donc ça va pas intéresser grand monde. Voilà pour Nexus Alone in Your Room. Le petit passage hebdomadaire sur Ulule, pour cette fois-ci un seul petit projet, il s'agit de Grunz, lui aussi longue campagne, 57 jours restants, pour l'instant 15 contributions, c'est un peu compliqué, mais c'est une édition de 50 exemplaires uniquement, donc va falloir se dépêcher au final si on veut mettre la main dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de copies disponibles. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font s'il y a 150 personnes qui se massent sur le projet, parce qu'ils ont vu le menu crowdfunding, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se limitent quand même à 50 exemplaires? C'est dommage. Bref, il s'agit d'un jeu de plateau coopératif pour toute la famille, créé par Julien et Willy. C'est très mignon, même la dénomination me fait penser un petit peu au Schtroumpf, une sorte de série de petits personnages tous plus ou moins identiques, mais avec une petite variante, tel ou tel niveau visuel, avec une personnalité légèrement différente. Ça me fait penser au Schtroumpf, mais avec un nom différent, une apparence différente. Mais bref, un petit jeu coopératif, très très familial, très mignon. Bah écoutez, je vais pas vous en dire beaucoup plus que ça, parce qu'encore une fois c'est Ulule, donc tout est en français, vous n'avez pas besoin de moi pour en apprendre plus que ça, mais même le proto ma foi, donne plutôt envie d'essayer. Ça a l'air d'être vraiment charmant visuellement, et puis avec les enfants, je vois très bien comment ça pourrait plaire assez facilement. Voilà, donc allez jeter un petit coup d'œil à la page de Grunz, même si 50 exemplaires seulement, je trouve ça un petit peu dommage de se limiter comme ça numériquement, alors que si on a 200 contributeurs, qu'est-ce qu'on fait, hein? Autant en faire plus à ce niveau-là. Mais bon, ça coûte en plus de ça pas outrageusement cher non plus, 40 € pour le jeu de Grunz. Vous me direz ce que vous en pensez éventuellement, si vous l'avez déjà testé sur un salon ou autre part. C'est un projet qui nous vient de Libourne, Grunz, 542 contributeurs pour... Enfin, non, 542 € pardon, pour l'instant, 15 contributeurs, 57 jours avant la fin de la campagne, et c'était la dernière entrée de la semaine. On passe maintenant aux 2 plats principaux, 1,5 en vérité. Voilà, le 1,5 en fait il réside ici, fondamentalement, c'est que Sifflard, c'est une campagne qui a commencé en réalité la semaine dernière, donc je suis à la bourre. Et généralement, quand j'ai une semaine à la bourre, bah je présente pas, voilà. Mais là, vous le voyez, c'est une semaine très légère, il n'y a pas grand chose au menu, donc je me permets d'en parler 2 secondes, vite fait, parce qu'en plus, petit clin d'œil à quelques collègues, on va dire, parce que ben, le jeu a été présenté sur différentes chaînes francophones, y compris bien sûr notre très cher et très aimé Nyx, qui en a parlé. Donc hop, petite alerte nyxienne, vous connaissez le principe maintenant, ça fait quelques semaines, à chaque fois que Nyx pond une vidéo que je présente par la suite dans le menu crowdfunding, il a sa petite apparition subreptice, mais ce n'est bien sûr pas le seul à avoir parlé
de Sifflard. J'essaie de retrouver les vidéos, je galère comme pas possible, je me tape toute la page, mais je les ai vus, voilà, ils sont ici. On en a pour Alpha Play, on a ici les joueurs du dimanche, voilà Nix, le voilà toujours aussi beau. On a ensuite Ludic Squad, par Entrejeux, oui d'accord, Entrejeux je connais mieux que Ludic Squad, je ne connaissais pas le nom. Tu joues ou quoi, Arcada Studio eux-mêmes, et le Troll Savant. Et puis je crois qu'il y avait aussi les jeux en carton, je crois qu'ils en ont parlé également, mais je ne retrouve pas la vidéo pour le coup. Bref, pas une grande importance. Quoi qu'il en soit, Sifflard, donc bien sûr c'est en français, c'est sur Game on Tabletop actuellement, et c'est par Arcada Studio. Et du coup, première chose étonnante, Arcada Studio, c'était Erun, c'était le truc avec les vaisseaux spatiaux, Spark Rider, quelque chose comme ça, Spark Rider je crois, et du coup de jeux assez sérieux, qui utilisaient aussi une application de manière assez intensive, etc. Et là, pof, ils nous pondent un jeu d'ambiance. Pardon, j'ai envie de dire, plaît-il? Et bah ma foi, pourquoi pas, et ça marche fort, 716 backers sur Game on Tabletop, c'est pas souvent, qui plus est, pour un jeu d'ambiance, qui plus est numéro 2 sur un jeu d'ambiance ayant pour thématique le sauciflard. Ça fait plaisir. Et en même temps, jeu d'ambiance avec un très beau matos. On voit que le sauciflard, il est composé de jetons de poker. Quand même, il y a du beau matos. Est-ce que un jeu d'ambiance, qui est aussi du néoprène, il y a aussi du néoprène je crois, est-ce qu'un jeu d'ambiance sur le sifflard méritait une telle profusion de matos? Moi qui suis adepte de deluxification, j'ai envie de dire oui, mais moi qui suis pas un adepte de jeux d'ambiance, j'ai plutôt envie de dire non, donc je suis partagé. C'est pour 3 à 6 joueurs, pour 8 ans et plus, pour des parties de 20 minutes. Il y a une application, parce que c'est quand même Arcadia, hein, donc Arcadia, il y a toujours une application, pour l'instant en tout cas, et c'est disponible en 7 langues, mais si la campagne, elle, est exclusivement en français. Et donc pour le reste, hein, comme d'habitude, hein, c'est en français, donc je vous laisse parcourir la campagne par vous-même. Vous avez même ici un aperçu du livret de règles en français. On va quand même aller checker très rapidement les niveaux de pledge quand même par curiosité, sachant qu'il y a une version standard et une version elfique, une édition elfique, donc deluxifiée on va dire. On va voir un tout petit peu la différence entre les deux. L'édition standard est à 24 € avec, vous le voyez ici, les tranches de sifflard nature, aux champignons, au fromage, au piment, etc. Le capuchon de sifflard également, le couteau, les différents petits jetons d'effets que vous pourrez appliquer en cours de partie pour interagir avec l'autre joueur, des petits sacs pour les jetons, des cartes de personnages et le plateau de jeu pour le coup en carton et pas en néoprène. Et l'application qui, elle, est gratuite bien sûr. Et ensuite, à 45, vous avez la boîte Deluxe, donc le héros du sifflard, où là, par contre, vous avez du premium. Donc la boîte déjà est premium, on dirait un coffre, et c'est très très classe. Ensuite, on a l'insert de rangement qui fait plaisir, le capuchon qui, lui, pour le coup, est en 3D, contrairement à celui du Standard Pledge. Ensuite, on a les chips de poker pour chacune des tranches de sauciflard. Bon, le couteau il change pas, les jetons ne changent pas non plus. Les sacs sont premium, ils ont même le logo de sifflard, l'effigie du jeu en impression sur les sachets. On a le néoprène du coup pour remplacer le plateau central. Donc ça fait plaisir. Et on a même un pledge all-in, le roi du sifflard à 65 €, qui vient ajouter même une planche pour découper son sauciflard tranquillou. Donc une planche en bois exclusif, ça vient ajouter aussi quelques illustrations imprimées, un lot de 6 dessous de verre également à l'effigie du jeu, bon, quand même plutôt clean, parce que ma foi, pour 65 $, vous avez quand même une planche à couper en bois, des dessous de verre, en plus de votre jeu, ma foi, c'est plutôt sympatoche. Sinon, vous pouvez la prendre en add-on aussi, mais vous voyez que la planche à elle seule coûte déjà 20 €, donc finalement, autant prendre le pledge qui va avec. Voilà pour le gameplay. Bon, ça s'installe en 30 secondes, un tour de jeu en 10 minutes, une partie au total en 30 minutes. Et donc c'est une compétition féroce avec des tranches à haut risque, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des tranches de base, des tranches avec des champignons, des tranches avec du piment. Il y aura différentes façons d'interagir entre les joueurs avec différents tokens, des différents effets, etc. Avec une petite application au milieu. De toute façon, tout ça, vous en apprendrez beaucoup plus via les différentes vidéos que vous pourrez parcourir sur la page de la campagne, y compris celle de Nix, qui est pour l'instant celle avec celle de les jeux en carton, les deux seuls que j'ai pu consulter concernant Sifflard, mais le projet en tout cas est très très fun.
$65, je ne vois pas sortir ça pour un jeu d'ambiance très clairement, mais si je pouvais le tester, ce serait avec grand plaisir parce que ça a l'air d'être très très fun malgré tout. Voilà donc pour ce qui est de la campagne de Sifflard par Arcada Studio actuellement sur Game on Tabletop, 716 backers, beau résultat, 38 000 € d'engrangés et 12 jours avant la fin de la campagne. Et on termine par Last Aurora, Frostlands and Firelands, actuellement en cours de campagne sur GameFound, avec une VF et avec une deuxième alerte nixienne consécutive, puisque oui, Nix est très actif, il a aussi pondu une vidéo pour Last Aurora, Frostlands et Firelands. Last Aurora, à la base, c'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter il y a, je sais plus, 6-7 ans, quelque chose comme ça, sous le titre Last Aurora uniquement, et qui est... comment dire, proposer une sorte de réimpression, de nouvelle version plutôt de nouvelle version, qui est celle de Frostlands, qui reprend le jeu d'origine, et qui s'enrichit d'un standalone, extension standalone, en fait, vous pouvez mélanger les deux jeux pour une sorte de nouvelle expérience de gameplay, mais c'est un standalone, Firelands, donc un univers un peu différent. Last Aurora à la base c'était un univers plutôt façon transpersonnage, donc univers glacé. Last Aurora Firelands en revanche, là c'est plus Mad Max dans le désert, l'objectif étant quand même de faire une course, d'arriver en premier à un objectif final, même si c'est pas forcément ça qui vous garantit à coup sûr la victoire. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est par Pendragon Game Studio, donc c'est une compagnie assez célèbre italienne, qui fait aussi beaucoup de localisation, un petit peu façon Lucky Dog Games, mais en Italie par exemple, et c'est un éditeur de renom. Donc 1 à 4 joueurs disais-je, 90 minutes la partie, on est sur un jeu de course, mais également de gestion de ressources, de gestion de votre staff, on va dire, de votre équipage, qui peut se jouer en solo comme en compétitif, et dans lequel, je vous l'ai dit, donc, vous partez dans une sorte de course vers, pour ce qui est de Frostlands, une sorte de navire qui vous emmène ailleurs, je sais plus, bref, exactement, mais bref, vous devez atteindre ce navire avant les autres pour pouvoir vous échapper de cette région, comment dirais-je, prise sous les glaces, on va dire. Et dans Firelands, il faut rejoindre une sorte de citadelle, la dernière citadelle, le dernier espoir de l'humanité en gros, quoi. Donc l'objectif est assez similaire, sauf que sur le chemin, bien sûr, il y a plein d'embûches, et parmi les embûches en question, les autres joueurs derrière vous, ou devant vous. C'est pour 13 ans et plus, donc disais-je, 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes la partie, et VF disponible pour Firelands, et pour Frostlands également, seulement via le Upgrade Pack, peut-être parce que pour le Upgrade Pack, c'est ceux qui auraient déjà Last Aurora, qui voudraient juste le mettre à jour via Frostlands. Il y a un Upgrade Pack prévu pour, qui fait que vous n'avez pas forcément besoin de pledger Frostlands à proprement parler. Quoi qu'il en soit, jeu de course, différents plateaux côte à côte, avec donc un but ultime qui est donc de rejoindre ce navire qui part de ce continent sous les glaces. Chacun des joueurs va avoir ce petit plateau individuel avec des membres d'équipage, une sorte de cargo, enfin de moyens de transport, une sorte de camion avec différents cargo derrière que vous pourrez transporter, autant d'espace disponible que de membres d'équipage ou de cargo que vous transportez. Donc il y a un aspect de gestion des ressources de l'espace dans votre dans votre monture, pour parler comme à une époque révolue depuis bien longtemps. Et bref, il y aura donc cet aspect de gestion aussi de l'équipage, puisque vous pouvez les utiliser dans un tour, mais si vous les utilisez ensuite, ils vont être fatigués, ils vont devoir se reposer avant de revenir, à moins que vous ne leur donniez de la bouffe, comme ça ils peuvent revenir plus rapidement, être réutilisés. Il y aura des raccourcis potentiels à prendre, mais parfois des risques également. Il y aura aussi une petite phase d'exploration durant la partie, parce que ce monde n'est pas complètement désert, il y a aussi d'autres survivants qui vont parfois être pas forcément très amicaux, donc il y aura des cartes d'exploration avec des niveaux de difficulté eux aussi. Vous pourrez aller augmenter les capacités de votre véhicule. Vous pourrez également choper des nouveaux membres d'équipage également, parfois vous devrez vous en délester de certains également, donc bref, vous en apprendrez encore une fois bien plus sur la vidéo de Nix qui est consacrée au jeu. Donc là je passe vraiment très rapidement sur la campagne. Même chose pour Firelands, qui est en gros fondamentalement le même jeu mais dans un univers différent.
qui, selon les dires de Nyx, semble être un petit peu plus orienté public expert que Frostlands, avec quelques nouveaux mécanismes qui renouvellent un petit peu l'expérience, qui peuvent même être mélangés, hein. J'ai dit tout à l'heure, Firelands et Frostlands peuvent être mélangés et utilisés en combinaison, on va dire, pour renouveler l'expérience, mais si vous n'en prenez qu'un et que vous êtes plutôt amateur de jeux avec un challenge un peu plus relevé, un peu plus expert, peut-être que Firelands sera plus approprié pour vous éventuellement. Moi en plus, thématiquement, ça me parle plus, le monde un petit peu Mad Max de Firelands, que le monde transpersonnage de Frostlands pour le coup, même s'il a son charme également. Mais je sais pas, les couleurs très très froides, très très blanches me parlent moins qu'en fait, simplement. Mais en termes de gameplay, certainement que si je suis le conseil de Nyx, moi Firelands devrait me tenter un peu plus quand même. Sinon, The Athena Reboot, ça c'est quoi? The AI Athena, d'accord, ça ajoute encore plus de contenu. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'était, j'ai pas bien fait mon job du coup, hein. J'ai pas trop checké ce passage-là de la campagne. Mais apparemment, il y a une boîte supplémentaire, c'est pas des stretch goals en plus, hein, c'est une sorte d'extension pour Frostlands, qui vient rajouter encore plus de contenu, mais je suis pas sûr que ça renouvelle vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des ajouts de gameplay ou est-ce que c'est juste encore plus de la même chose? Je sais pas exactement. Et le fameux Upgrade Pack dont je vous parlais tout à l'heure, pour ceux qui auraient déjà Last Aurora, qui l'auraient backé à l'époque, et qui voudraient le mettre au goût du jour avec quelques petits ajouts de gameplay également. Il n'y a pas uniquement du contenu en termes de composants, mais aussi quelques règles qui ont légèrement été modifiées, remises au goût du jour, on va dire. Donc ça pourrait être intéressant. Il y a aussi le Miniature Set, pour ceux qui veulent deluxifier un petit peu leur expérience, avec non plus des meeples, mais des miniatures, en fait, simplement. C'est aussi possible durant cette campagne. Alors, on va passer maintenant au niveau de Pledge. Upgrade Pledge, donc ça c'est pour ceux qui ont déjà Last Aurora, qui veulent seulement le Upgrade Pack. Et c'est quoi la deuxième boîte là pour le coup? Les Stretch Goals, ok. Donc ça c'est pour 25 € avec la VF. Sinon Frost Pledge, donc pour ceux qui veulent Frostlands et les Stretch Goals, c'est 49 €. Même prix pour Fire Pledge, donc pour Firelands. Ensuite, Upgrade et Fire Pledge, donc pour ceux qui veulent l'Upgrade Pack, ainsi que Firelands, donc pour ceux qui ont déjà le jeu d'origine, hein, du coup, c'est 74 €. Frost and Fire Pledge, donc là, si vous n'avez pas le jeu de base, mais que vous voulez les 2 épisodes, c'est 85. Là, pour le coup, c'est quand même très très cher, sans la deluxification pour un jeu de course en 2 épisodes. C'est quand même un peu cher pour le coup, et pas de VF, ce qui est quand même un peu étonnant, puisqu'il y a une VF ici, il y a une VF là, il n'y a pas de VF ici, allez savoir. Et puis ensuite, Upgrade and Gameplay All-In for First Edition Owners. Donc si vous avez déjà le jeu de la première édition et que vous voulez l'upgrader et que vous voulez également Firelands, c'est 90 $, avec une VF pour le coup. Et ensuite, Gameplay All-In, Frostlands plus Firelands, plus les extensions, enfin l'extension Athena Reboot, c'est 104. Ensuite, Upgrade and Complete All-In Pledge, donc les 2 jeux, l'extension, la deluxification, 132, ça commence à monter. Complete All-In, donc 190, et là, c'est la totale. Pour 190 €, ceci, c'est quand même assez cher, mais bon, vous aurez la deluxification et la totale avec les playmats en néoprène, etc. etc. Voilà, pour le reste, eh ben, je vous renvoie vers la vidéo de Nyx, ici même, pour vous parler plus en détail de Last Aurora, Frostlands et également les ajouts de Firelands, avec comme similitude une très grande qualité de contenu pour vous présenter les 2 jeux et leurs différences. Voilà pour ce que je pourrais vous dire concernant Last Aurora, le gameplay overview ici très rapidement, hein. La phase d'exploration, la phase de repos avec personnages qui peuvent revenir ici, la phase de mouvement, la phase de, d'attaque ou de défense face aux assaillants, qui peuvent être, je pense, les joueurs autour de la table, mais également des PNJ, on va dire, qui peuvent vous attaquer, vous mettre des bâtons dans les roues, la fin du tour, si on n'est pas encore arrivé jusqu'au navire, on continue, et ainsi de suite, quoi, en gros. Voilà, le livret de règles est disponible, voilà, quelque part ici. Vous pouvez le tester aussi sur TTS si ça vous tente, que ce soit Frostlands ou Firelands. Et puis pour le shipping, parce que oui, je ne l'ai pas mentionné pour Sifflard pour le coup, mais faisons-le pour Last Aurora. Pour l'Europe, c'est 19 € de frais de port, ce qui pour un projet italien
est un poil cher. Ils auraient certainement pu faire un petit peu mieux que ça, surtout que le jeu coûte assez cher quand même. Bon, c'est pas non plus outrageux, hein, très clairement, mais bon, on voit souvent quand c'est un éditeur, par exemple espagnol, quand ils les envoient pour l'Espagne, c'est souvent genre entre 5 et 10 euros par exemple. Ils font un petit effort spécialement pour leur propre pays, mais même pas. L'Italie, c'est le même prix que pour le reste de l'Europe, quoi. Donc 19 euros. Sinon, les Suisses, c'est 25. Le Canada, c'est 25 également. Et nous qui sommes au Japon, ce serait 29. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire concernant Last Aurora, Frostlands et Firelands. 1300 backers quasiment, donc c'est une campagne qui se porte quand même plutôt bien. 13 jours avant la fin de la campagne, 142 000 € d'engrangés. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce 161e numéro du menu crowdfunding. Merci de m'avoir suivi cette semaine encore, même si elle était très légère. Préparez-vous de toute façon à avoir un mois de décembre très très léger en termes de contenu pour ce qui est du menu crowdfunding. Je dis bien pour ce qui est du menu crowdfunding parce que pour le reste, on va essayer quand même de vous faire quelques petites vidéos pour ceux qui en vacances auraient trop de temps libre et qui s'ennuieraient. Hein. Fondamentalement, on sait que ça existe. Hein, d'ailleurs, mon frangin, parce que je ne sais pas si vous le savez, mon frangin habite juste à côté de chez moi. Pratique. Le luxe ultime d'avoir un peu de sa famille à 10 000 km de la France. Il va partir en France pour les vacances. Xavier sera certainement occupé avec sa propre famille ici. Et du coup, je vais certainement avoir pas mal de temps libre aussi. Donc, je vais faire des vidéos pour pas m'ennuyer. Même si de toute façon, avec mon gamin dans les pattes, je vais quand même pas m'ennuyer très clairement. Mais bon, voilà. On se reverra très très rapidement, menu crowdfunding ou pas. C'est là que je voulais en venir au final. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt sur la chaîne des Ludovores. D'ici là, comme d'hab, jouez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, surtout c'est le plus important. Des bisous, à la prochaine.